Maintenant, on regarde un peu la manipulation mathématique pour comprendre qu'est-ce que ça passe avec cette idée de FFT. Donc, je sais l'idée, je vais diviser en sous-porteuses. Mais comment est-ce que je vais effectuer ce calcul avec une FFT? Ça marche comment? Donc, FFT, partie clé, on commence ici au transmetteur avec une IFFT, on finit avec le récepteur avec une FFT. Donc, voici l'idée. J'ai une séquence de données envoyées. Ici, c'est 50. Dans l'exemple ici, j'ai 52 bits dans cette suite-là. Je prends cette séquence de 52 bits et je vais remplir un vecteur. Pense comme un MATLAB. J'ai un vecteur à remplir et je vais après calculer une FFT. Donc, je vais remplir un vecteur et je vais choisir, je vais mettre des zéros quelque part ou des 1, ça c'est des zéros. Et des valeurs fixes. Ici, c'est des données qui peuvent changer. Dans l'exemple ici, c'est binaire, plus ou moins 1. Ces autres valeurs sont fixes, sont utilisées pour des références. Donc, je finis pour avoir un vecteur qui est 64. Et c'est 64 que je vais passer par une FFT. Donc, ça, c'est mes données dans le domaine temporel, si on veut. Je le mets dans un vecteur. C'est comme de passer de en série en parallèle. Donc, je remplis ça. Je prends ce qui est dans le domaine temporel. Ici, mes données sont dans le domaine temporel, mais je vais penser, je vais interpréter ce vecteur que je viens de créer. J'ai créé ce vecteur-là, et dans ma tête, ces vecteurs sont chacun une fréquence. C'est chacun une supporteuse. Donc, ça veut dire que quand j'envoie sur une des fréquences, je vais envoyer le plus 1. Quand j'envoie sur l'autre fréquence, c'est donné dans ce cas-là, ça va être moins 1. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais une FFT inverse. Parce que j'interprète ça comme d'être domaine fréquentiel. Je fais le FFT inverse. Donc, c'est comme, j'ai maintenant un autre vecteur, 64 valeurs. Et ça, c'est mon domaine temporel. Mon domaine temporel. Donc, j'ai juste pris le IFFT. Maintenant, chaque intervalle de temps, je vais envoyer à mon antenne la valeur qui a été calculée pour le FFT inverse. Donc, ça, c'est vraiment un signal que moi, je vais envoyer en domaine temporel. Donc, ça, c'est le signal envoyé par l'antenne. Ce signal temporel, ce n'est pas les données ici. Donc, j'ai commencé pour faire cette conversion série en parallèle. J'ai pris tout le bloc de données, j'ai fait une IFFT, et maintenant, la sortie de cette IFFT, c'est ça que j'envoie comme mon signal temporel. Donc, il y a une relation entre les données et c'est ce qui est transmis, mais il n'est pas direct. Ça passe par le IFFT. Donc, si je regarde, c'est ce qui est transmis par cette antenne. Quand je sors l'information qui était ici, c'est ça le domaine temporel, j'envoie par l'antenne, je regarde avec un analyseur de spectre, c'est ça le spectre. Parce que c'est comme j'avais plein de petits signaux à bande étroite. Donc, c'est exactement ça, parce que c'était mon interprétation ici, que ce vecteur que j'envoie, finalement, c'est une vecteur fréquentielle. Donc, c'était mon interprétation et c'est ça qui était transmis. Donc, c'est ça que je reconnais. Donc, c'est très typique pour une spectro-FDM. Ça a l'air de descendre très, très raide aux extrêmes, mais c'est parce que les composés des petits qui sont empilés, une à côté de l'autre. OK, donc ça devient un peu compliqué, mais pour comprendre ce que ça passe avec l'OFDM, il faut penser en même temps au domaine fréquentiel. Donc ici, c'est le domaine fréquentiel dans l'axe ici. Et l'axe qui entre ici, c'est le domaine temporel. Donc, il y a des petits bandes de garde temporelles. Donc, par exemple, je prends un bloc de 52 et je laisse une petite période de temps de garde avant que je envoie le prochain bloc. Et la raison qu'ils ont fait ça, c'est pour permettre
les dernières réflexions de mourir. Donc, ces dernières réflexions vont mourir, donc je vais choisir le temps de garde ici pour répondre à le canal que j'utilise. Par exemple, il y a des statistiques sur les environnements urbains dans un édifice à l'intérieur. Il y a des statistiques et nous allons tweaker notre modem peut-être pour permettre assez de temps pour que les réflexions diminuent, mais ne pas gaspiller trop de temps. Donc, si je regarde une période de temps, ici, c'est ce qui est, c'est le temps, si on veut, pour 52 symboles ici. Et qu'est-ce que je fais? Je prends pendant cette période de temps ici, le premier intervalle ici, je peux voir que j'ai calculé ici des différentes couleurs, ça représente différentes fréquences et qui sont modulées avec les données. Donc ici, c'est une certaine donnée qui est sortie de mon IFFT et c'est ça qui est transmise. Donc, si on regarde, c'est l'aire de spectre ici. Nous allons voir un spectre typique ici des données. Et ici, c'est toujours réservé dans mon système de communication pour une référence, par exemple, au milieu. Donc, j'ai dit, je prends les 52 blocs de 52 bits de données. Je mets dans 64 positions parce que je vais mettre quelques références pour des raisons techniques, si on veut. Mais voici, on voit c'est quoi l'aire du spectre. Et ici, on voit que le spectre est calculé chaque fois basé sur les séquences de bits qui sont accumulées. Donc, l'implémentation de OFDM, il y a plusieurs étapes qu'il faut respecter. On commence par faire entrer notre séquence de bits. Après ça, il y a cette conversion de série en parallèle. Une fois qu'il y en a des flux en parallèle, nous avons fait la modulation. Est-ce que c'est QPSK? Est-ce que c'est 16 QAM? Donc, ici, j'ai une séquence de bits. Je vais le diviser, par exemple, en section de 4 pour 16 QAM, 4 bits, 4 bits, 4 bits. Et je vais calculer c'est quoi les coefficients I et Q. Donc, c'est une version complexe, I et Q. Donc, je l'écris souvent, la partie réelle plus partie imaginaire, parce que c'est très efficace dans les FFT de faire des calculs des FFT complexes. On a des solutions très rapides pour ça. Donc, je le mets dans une IFFT. Une fois que j'ai les IFFT, j'ai rentré avec 52 bits de données, j'ai sorti 64 valeurs. Ces valeurs, il faut convertir encore, c'est dans un vecteur en parallèle, il faut le mettre en série. Je prends une série et peut-être je vais le mettre sur une porteuse. Donc, j'ai une certaine largeur de bande qui est occupée pour mon signal OFDM. Donc, disons ici, mon signal OFDM, peut-être il est large comme 100 MHz. Ça, c'est un peu large. Disons 20 MHz. Ça, c'est le 20 MHz comme le 802.11. Donc, elle est large comme ça. Elle est en bande de base. Ça veut dire que ici, c'est le 0 fréquence. Et je mets une porteuse pour le mettre plutôt à 5 GHz. Mais elle est centrée à 5 GHz, mais elle est toujours 20 MHz de large, par exemple. Donc, une fois que je l'ai mis sur la porteuse, je le fais envoyer par mon canal sans fil. Ça passe par un canal qui est par cœur. Et on passe à l'antenne de réception. On fait exactement les étapes inverses de ce qu'on a fait là. Donc, on fait convertir encore en parallèle, en série versus vers parallèle. On fait remplir tout un bloc pour le 64, un vecteur de 64. On passe par le FFT maintenant. Et on fait maintenant, c'est ce qui sort, sont toutes les valeurs pour chacun des flux d'informations. Je fais la démodulation et je converte finalement encore dans un flux de bits. Donc, je fais paraître maintenant quelques parties de ce cheminement que j'ai sauté pour voir
le cheminement d'en haut, mais il y a des étapes un petit peu plus spécifiques. Par exemple, ici, il faut ajouter ce qu'on appelle un préfixe cyclique. J'ai dit qu'on introduit des bandes de temps de garde, désolé. On introduit des temps de garde entre les blocs des données. Et quand on introduit ce temps, il faut assurer l'orthogonalité. Et pour assurer l'orthogonalité, nous allons faire un ajout à le... OK. Disons que nous avons un des fréquences qui a une porteuse à une certaine fréquence. Normalement, les données l'arrêtent ici. Ça, c'est le temps utile. J'ajoute un temps de garde parce que je veux que les données arrêtent. Il faut que je fasse quand même une extension de cette sinusoïde pour que tout reste toujours orthogonal. Donc, j'ajoute, c'est pas juste ajouter de temps de garde, mais je dois assurer que la partie périodique reste périodique pendant cette temps de garde. Donc, c'est pour ça qu'on appelle un ajout cyclique. Quand j'arrive au récepteur, bien sûr, il faut que je défasse ce que j'ai fait. Donc, j'enlève ce qui n'était pas des données, mais juste une extension cyclique d'informations. Et bien sûr, il y a une étape, une égalisation que ça se fait. Une égalisation que ça se fait parce que les réponses impulsionnelles, ça peut avoir un évanouissement, il n'est pas plat. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire une égalisation. Mais l'égalisation qu'on fait est hyper facile. On va avoir chacun des bins de fréquence. Il y aura un estimé de canal qui est fait. C'est pour ça qu'on réserve certains points dans le vecteur qui est envoyé pour avoir des références qui vont nous donner c'est quoi la phase et l'amplitude. Et donc, ce n'est pas le nécessaire pour la détection cohérente d'avoir une poursuite de la phase très difficile. On utilise plutôt cet overhead de plusieurs places dans la FFT qui est réservé pour avoir une bonne estimée de la phase et d'être capable de corriger pour les petits déphasements. Peut-être s'il y a on a perdu un peu de gain, on peut l'ajouter. Donc, on peut faire une correction de canal et c'est ça qui est l'étape ici. Okay, je vais être juste un petit peu clair. J'ai dit qu'ils utilisent One Tap Equalizer. One Tap, je veux dire que pour chacun des sous-canaux, on a un seul chiffre qu'on utilise pour multiplier ce qui est reçu. Je vais juste confirmer que j'ai dit qu'en bande de base, ça peut être 20 MHz. Et que je vais utiliser un oscillateur pour que ça marche peut-être à 5 GHz. Ici, pour le 802.11a. Et c'est quand même 20 MHz ici. C'est ça que j'ai dit. Mais ici, il y a un oscillateur physique. Et cet oscillateur physique, il y a une phase qu'il faut suivre. Mais il n'y a pas une phase pour chacun des 1000 porteuses. Il y a une seule phase, mais il y a un effet de canal. Donc, le canal aura une réponse réponse en fréquence. Ça, c'est peut-être la partie réelle, mais il y aura une phase aussi qui se défait légèrement. Donc, il y aura des petits changements, mais des choses qui on peut facilement faire le suivi. Donc, c'est toujours la détection cohérente, mais avec l'approche OFDM, le DSP à faire est beaucoup plus simple. Donc, nous n'avons pas discuté comment faire la poursuite de la phase, mais c'est quand même une partie importante de la complexité. Et je veux juste dire que c'est une partie négligeable pour l'approche de OFDM. Ici, on a la réponse impulsionnelle. Ici, c'était la réponse en fréquence. Bien sûr, c'est la même chose. Je veux juste mentionner que dans la réponse en fréquence, réponse impulsionnelle, on voit qu'il y aura une amplitude et une θ qui est changée pour chacun de ces réflexions. Donc, c'est pour ça que quand même, il y a des petits changements de phase et d'amplitude qu'il faut tenir compte, soit qu'on regarde dans le domaine fréquentiel, soit qu'on le regarde dans le domaine temporel.
et c'est pour ça qu'on utilise le One-Tap Equalizer. Donc ici, nous allons discuter un peu les parties de vecteur qui n'étaient pas remplies par les données. J'ai dit c'est réservé pour les références et c'est ça ici l'idée de ce qu'on fait. Donc ici, c'est le domaine temporel. Ici, le domaine fréquentiel, pas le domaine. C'est un axe de fréquence, un axe de temps. Donc, par exemple, nous allons réserver une seule de ces sous-porteuses qui ne sera pas utilisée pour envoyer des données. Nous allons envoyer une tonalité. C'est une valeur qui est toujours 1. J'envoie toujours 1 ici. Et pendant ce temps-là, je peux estimer le canal, je peux estimer la phase du transmetteur. C'est comme, je connais tout. Je connais ce qui est envoyé, c'est facile à estimer le canal. C'est comme une séquence d'entraînement, si on veut. C'est une autre manière d'utiliser l'overhead, c'est on réserve une certaine fréquence pour faire ça. Donc, ça se peut que le canal a des effets qui sont différents pour différentes fréquences. Donc, à ce moment-là, je vais aussi périodiquement envoyer une tonalité sur d'autres porteuses. Donc, entre le 64 et le 52, il y a un certain nombre qui sont réservés et sont ici utilisés pour envoyer des tonalités pour être capable de lire directement c'est quoi la phase qui est reçue. Je ne peux pas l'utiliser tout le temps. Je vais de temps en temps envoyer une tonalité et le choix, c'est juste une fonction de à quelle vitesse est-ce que change le canal. Et si le canal ne change pas beaucoup, je peux utiliser ces informations pour envoyer des données, ces endroits pour envoyer des données au lieu de le réserver pour une référence. Donc, on appelle ça un pilote quand c'est juste une tonalité avec une valeur fixe et le reste sont des données. Et sont les valeurs ici qui sont connues, on sait c'est quoi qui a été transmis, donc on lit directement le canal, la réponse du canal. Donc c'est pour ça que c'est si facile de faire l'égalisation. Donc, modulation au FDM, on transmet tout effort, chacun des sous-fréquences. Quand les reçus, mais c'est un canal d'évanouissement, donc il y aura quelques-uns qui sont pénalisés, d'autres plus favorables, et mon égaliseur cherche à égaliser et de mettre ça égal. Donc c'est certain que mon canal, il a introduit des pertes sur certaines fréquences. Et je n'ai rien changé en utilisant l'OFDM. Il a toujours été, cette fréquence est toujours pénalisée. Que j'utilise l'OFDM ou non, elle est pénalisée. Donc, je ne change rien de cette façon. C'est plutôt que de temps en temps, je vais perdre une supporteuse. Donc, l'idée, la stratégie d'OFDM est de comprendre que pour avoir moins de complexité, des fois, il y aura des choses qui sont perdues. Et quand c'est perdu, on va juste réenvoyer cette information. Donc, j'ai dit que le FFT était le composant clé. Nous avons un choix de combien de subdivisions que nous allons faire. Parce que finalement, c'est une question de complexité de mon FFT. Donc, plus qu'il est petit, plus que ça va être complexe. C'est certain que quand je fais l'égalisation, c'est plus exact, plus que j'ai plus de supporteuses. Donc, c'est un compromis pratique à faire dans la complexité des récepteurs.